C'était il y a 64 ans exactement. J'ouvre les guillemets. Des centaines de musulmans disséminés dans les cafés, devant les étalages des magasins, dans les rues adjacentes au boulevard, répondirent au signal du coup de sifflet et envahirent la chaussée. En quelques minutes, la manifestation s'organisa. Des pancartes hâtivement confectionnées sortirent de sous les manteaux. Plus loin, on déroulait une banderole « Non au couvre-feu ». Un groupe de femmes algériennes revêtues de leurs habits traditionnels se porta en tête, lançant les cris perçants que les Français connaissaient sous le nom de you-you. Sans cesser de crier, elles agitaient leurs foulards à fil doré au-dessus de leurs cheveux. D'autres manifestants qui attendaient dans les couloirs du métro rejoignaient les premiers. C'était maintenant plus d'1 millier d'Algériens qui bloquaient le carrefour Bonne Nouvelle, c'est son nom. Un homme qui descendait les marches de la ruelle, intrigué par les clameurs, vit alors passer de nombreux musulmans et distingua nettement le slogan repris à pleine voix à 3 mètres de lui, « Algérie algérienne ». Ainsi ils avaient osé. La guerre qui, pour la grande majorité des Français, avait la seule réalité d'une suite de communiqués, tour à tour euphoriques ou creux. Cette guerre prenait corps au centre de Paris. Un concierge d'immeuble s'avança, interrompu en plein repas. Il tenait une serviette de table à la main. « C'est un comble, dit-il. Il se croit à Alger. J'espère que l'armée va rappliquer pour me virer tous ces félouses. »« Ils n'ont pas l'air aussi terribles que cela, répondit un autre. Il y a même des femmes et des enfants. »« On voit bien que vous ne regardez pas les informations, monsieur le professeur, reprit le premier. Leur méthode, c'est le pillage et les massacres. Leurs moussemets et leurs gosses, ils s'en servent pour poser des bombes. Alors si vous voulez mon avis, pas de quartier. » Je ferme les guillemets. Ce passage que je viens de vous lire, qui ressemble à s'y méprendre à un reportage, et où s'entend ce qui était alors une forme de racisme ordinaire, c'est l'extrait d'un roman, devenu célèbre. Une fiction donc. Et paradoxalement, un document d'histoire. Oui, mais, me direz-vous, l'histoire et la fiction, ce n'est pas la même chose. Ici, pourtant, il s'agit d'un roman de Didier Daninck intitulé « Meurtre pour mémoire », et si je cite, c'est précisément qu'il a joué un rôle historique pour aider dans le processus d'émergence de la vérité relativement à la répression du 17 octobre 1961. Oui, parce que figurez-vous, il a bien fallu commencer quelque part. Or, ce qui est arrivé ce jour-là, cela peut légitimement nous stupéfier, est resté hors de la parole publique, hors de la conscience de ceux qui n'y étaient pas, hors de portée de connaissance pour ceux nés après les faits, presque totalement. Pendant au moins 30 ans, moment à partir duquel le mur dissimulant l'horreur a commencé à s'effriter, la vérité est remontée à la surface. Il n'est donc pas inutile d'évoquer les personnes qui, en France, se sont mobilisées pour percer le silence. Des personnes comme la journaliste et éditrice Samia Messaoudi, le réalisateur de documentaires Mehdi Alaoui, auteur de films sur la mémoire ouvrière, l'émigration et les massacres de Sétif et de Guelma notamment. La réalisatrice Agnès Denis, autrice d'un film intitulé « Le silence du fleuve » en 1991, qui rassemblait pour la première fois des témoignages et des photos sur le massacre du 17 octobre. La journaliste Anne Tristan, l'iconographe Cécile Urbain, regroupée avec eux dans le collectif Au nom de la mémoire, pour enquêter de manière méthodique sur ce carnage, réalisé à la vue de tous, puis oublié, étouffé par la censure et les lois d'amnistie. Ou recouvert par les morts du métro Charonne du 8 février 1962. Eux qui avaient au moins eu la chance, entre guillemets, d'avoir été dénombrés et clairement identifiés. Certes, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien eu avant que ce travail décisif n'ait été entamé. Néanmoins, le livre de Paulette Péju, Ratonnade à Paris, paru en 1961, n'avait circulé que sous le manteau. Le film, Octobre à Paris, où Jacques Panigel interrogeait des rescapés, avait été saisi dès 1962 et interdit à la diffusion. Celui de Jean Délire pour la RTBF avait été cisaillé, puis escamoté avant de disparaître. Les écrits de Michel Lévin, puis de Didier